La sagesse du fonctionnaire. Hervé Boulanger, les éditions du 81. Chapitre 7. Sois heureux, tu es un privilégié. Ayant tellement ancré dans mes neurones l'horreur du gaspillage, j'ai fini par choisir comme expertise professionnelle la lutte contre le gâchis d'argent public. Je crois profondément à la productivité administrative et à la chasse aux dépenses inutiles. Sinon, je ferais un autre métier. Les fonctionnaires doivent garder sans cesse à l'esprit que le citoyen bénéficiaire de leurs services est aussi un contribuable qui les paie. C'est un combat sans cesse recommencé. Déjà Xavier Rabourdin, le héros fonctionnaire des employés de Balzac, recherchait la plus grande efficacité des administrations au meilleur coût. Aujourd'hui, l'écart de plus de 10 points de PIB entre les dépenses publiques de la France et de l'Union européenne ne se traduit pas par un écart positif équivalent dans les indicateurs d'égalité tels que mesurés au niveau international. Santé, réussite scolaire, taux d'emploi, pauvreté. La France dépense davantage que ses voisins en rémunération publique, prestations sociales et subventions sans que le recul des inégalités soit à la hauteur de cet effort. L'efficacité, la mutabilité et la continuité du service public, principes reconnus par la jurisprudence du Conseil d'État, sont affectés lorsque l'argent public est mal employé. L'exigence d'être économe est d'autant plus grande que l'usager n'a pas le choix du client si le service n'est pas bon. La connaissance et la composition des coûts sont dans l'administration aussi nécessaires qu'ailleurs. Or, l'égalité, valeur phare de la fonction publique, est parfois brandie comme étendard pour rejeter la maîtrise des dépenses publiques. Les critiques sont particulièrement ciblées contre la nouvelle gestion publique, NGP, qui vise à appliquer à l'administration les méthodes de gestion du secteur privé pour développer la culture du résultat, assouplir les rigidités et promouvoir une meilleure allocation des ressources. D'inspiration tayloriste, la NGP est une forme de Lean qui vise à dimensionner les ressources humaines à hauteur du nombre de tâches réalisées multiplié par leur temps moyen d'exécution. Ces détracteurs refusent cette idée d'un service public calé sur le modèle de l'entreprise qui se réformerait d'autant plus vite qu'il en adopterait les méthodes de travail. À l'égard de ce débat sur l'applicabilité dans l'administration des recettes de performance du privé, ma position a évolué au cours de ma carrière. Ma conviction initiale était que la modernisation administrative devait passer exclusivement par l'imitation des méthodes du secteur privé. J'avais été un moment fasciné par les grandes aventures commerciales. J'ai étudié en classe préparatoire les marchands italiens du Moyen Âge, ces Pisans, Génois, Florentins et Vénitiens qui ont inventé tous les instruments modernes de l'économie. L'actionnariat, la comptabilité en partie double, la monnaie scripturale, la banque, le commerce intercontinental. J'ai lu avec ferveur l'Odyssée de la Compagnie des Indes orientales, importante les plus belles épices et soieries du monde entier, et les péripéties des grands capitaines d'industrie créant la France moderne au XIXe siècle. J'ai été passionné aussi par l'inventivité des pionniers de l'épopée numérique de ces dernières décennies. Ces aventures entrepreneuriales étaient tellement enthousiasmantes que j'ai pensé qu'elles devaient constituer un modèle indépassable pour l'administration. J'ai pourtant progressivement pris conscience que certaines différences entre privé et public empêchaient de dupliquer sans nuance l'un sur l'autre. Ces différences se situent au niveau des finalités, des valeurs, mais aussi de l'évaluation de la performance.
Sur le plan des finalités d'abord, sous l'apparence d'un rapprochement progressif, des divergences fondamentales demeurent entre entreprises et administration. Pour prévenir les risques de dumping social et de réchauffement climatique, l'entreprise cherche aujourd'hui à se rapprocher des objectifs de l'administration. Le concept d'entreprise citoyenne, mis en avant ces dernières années, désigne une conscience plus grande par le monde entrepreneurial de ses devoirs à l'égard de la cité et sa volonté d'intégrer dans ses choix économiques une dimension sociale et environnementale. Le rôle de l'État demeure pour encadrer la liberté du commerce et de l'industrie, mais une forme d'autorégulation des entreprises émerge pour promouvoir le bien-être des salariés, le commerce équitable et le respect de l'environnement. La réglementation, les consommateurs, les gestionnaires d'actifs et les épargnants pèsent dans cette direction en exigeant de manière croissante la publication d'indicateurs extra-financiers des entreprises. Une différence dans les finalités demeure néanmoins. L'ordre des priorités entre intérêt général et productivité est inversé. Les collectivités publiques non marchandes doivent se dévouer en priorité aux besoins de la communauté et ne peuvent pas faire autrement que de placer en deuxième rang les préoccupations financières et la maîtrise des coûts. À l'inverse, comme l'ont démontré certains économistes tels que Milton Friedman ou John Kenneth Galbraith, la mission de l'entreprise reste de produire des richesses et de dégager des profits sur un capital investi. Sa contribution sociale arrive, de manière indirecte, en deuxième position, par les impôts et charges qu'elle paie et par ses apports à ses clients, salariés et actionnaires. Les différences de finalité entre entreprise et administration vont se traduire par une disparité de valeurs. Certaines valeurs leur sont certes communes, la transparence, des décisions, des comptes, des intérêts, s'équilibrent avec le respect du secret, de la réserve et de la discrétion professionnelle. Dans les deux secteurs, privé et public, une grande place est accordée à la probité, au respect des employés, lutte contre les discriminations et le harcèlement, bienveillance, au travail en équipe, à la courtoisie et au professionnalisme. En revanche, là où l'administration va affirmer son attachement à l'égalité, l'entreprise va afficher des valeurs plus inégalitaires, telles que le sens du service client, la création de valeur, le leadership ou l'innovation. La fonction commerciale implique en effet un traitement différencié des clients en fonction du montant et de la fréquence de leurs achats. Les conditions générales de vente prévoient des prix réduits pour les grandes commandes. Les cartes de fidélité accordent des préséances aux clients premium. Le marketing et la publicité cherchent à valoriser, comme des privilégiés, les futurs acheteurs du produit. La spécificité de la valeur égalité dans la fonction publique est confirmée par la recherche en sociologie. À partir des années 2000, de nombreuses études européennes en sciences sociales ont examiné la motivation de service public, prenant la suite de recherches menées par les Américains, Public Service Motivation, quelques décennies auparavant. Ces travaux révèlent que les fonctionnaires agissent davantage par souci égalitaire, empathique et solidaire que les salariés du secteur privé, plus orientés vers la réussite professionnelle, l'enrichissement et la compétition. Les fonctionnaires sont plus nombreux que leurs homologues des entreprises à vouloir veiller à ce que les gens soient traités d'égale façon et à aider les autres et être solidaires. La proportion est inversée lorsque la question concerne l'importance d'être riche et de réussir.
Cette situation est accentuée en France. L'égalitarisme est une valeur nettement plus marquée chez les fonctionnaires français que chez leurs collègues européens, de même que la réussite sociale, comme marqueur de valorisation, est davantage rejetée. Au niveau de l'encadrement, l'initiative individuelle et la flexibilité sont plébiscitées dans le secteur privé, tandis que les cadres publics privilégient la préservation des acquis sociaux et la sécurité professionnelle. Dans l'enquête réalisée en 2012 par le Réseau des écoles de services publics, RSP, auprès de 4791 formateurs de fonctionnaires, l'égalité est apparue comme l'une des valeurs représentatives du service public la plus en phase avec les attentes des citoyens, notamment les plus fragilisés. Cet ancrage chez les fonctionnaires contribue donc à répondre au profond désir d'égalité de notre société. Ce désir croît sans cesse, comme l'avait pronostiqué Alexis de Tocqueville. Il s'exprime aujourd'hui à travers le succès des travaux d'économistes comme Gabriel Zucman ou Thomas Piketty. Les différences de finalité et de valeur impliquent aussi une différence du mode d'évaluation de l'activité. Profitabilité et rentabilité restent les principaux critères qui guident au quotidien l'activité d'un dirigeant d'entreprise. Il peut quantifier ses succès et ses échecs en examinant ces ratios faciles à mesurer. Les administrations, au contraire, délivrent des services d'intérêt général qui ont un coût identifié, mais dont la valeur marchande est souvent incalculable. Saisir une cargaison de drogue, sauver un monument classé, éduquer un enfant, protéger la biodiversité, assurer la sécurité dans les rues, soigner un mourant, insérer un handicapé ou un demandeur d'asile sont autant de missions aux bénéfices difficilement chiffrables. La difficulté à mesurer résulte aussi du tempo particulier de l'administration. Comparé à la rapidité qui s'impose à l'entreprise pour rester compétitive, l'administration est plutôt réglée sur le rythme du jardinier qui ne peut pas tirer sur les tiges des plantes pour les faire pousser plus vite. Pour les fonctionnaires en contact direct avec les usagers, le front office, ou ceux du secteur hospitalier par exemple, la relation humaine prime et pour avancer, il faut que les administrés soient prêts. Prendre soin, écouter, expliquer est chaotique et se concilie mal avec une logique gestionnaire mesurable. L'impératif d'évaluation se heurte à d'autres contraintes propres à l'administration. Premièrement, elle évolue dans un univers politique dont les décisions ne peuvent pas répondre à la même rationalité mesurable qu'un business plan. Les stratégies les mieux pensées sont soumises à l'aléa des urnes. Deuxièmement, le service qu'un fonctionnaire rend à une personne est indépendant de la rémunération qu'elle verse. Aucun agent public n'est donc rétribué directement par l'usager pour le service rendu, ni n'en retire un avantage personnel. La plupart des actes administratifs sont gratuits. L'usager contribuable de l'administration paie une fiscalité qui dépend principalement de son revenu et qui fait l'objet d'une péréquation sociale. Parallèlement, il utilise gratuitement les services dont il a besoin. Il peut payer beaucoup et recevoir peu, ou payer peu et recevoir beaucoup. Ce découplage entre coût et paiement ne facilite pas la mesure. En entrant dans le service public, j'étais convaincu, comme l'écrit Roland Barthes, que le réel n'est même pas ce qui se voit, c'est ce qui se compte. Hors du réel computable, du quantifiable, de l'équilibre comptable, il n'existe rien de sérieux. Au contact de l'administration et de son travail opiniâtre sur la patte humaine, fragile et touffue,
mes certitudes sur la mesure de la performance ont été ébranlées. Je pense toujours qu'elle est nécessaire, mais j'ai compris aussi qu'elle était difficile. Difficulté ne veut pas dire impossibilité. Le fonctionnaire ne peut pas écarter les impératifs de mesure de performance et de bonne gestion au prétexte de son attachement à l'égalité. L'intendance suivra, certes, mais uniquement si les intendants sont parcimonieux. Je ne suis pas d'accord avec ceux de mes collègues qui sont tentés de s'appuyer sur ces différences entre public et privé pour écarter tout principe de bonne gestion des fonds publics. Je les entends quand ils disent qu'ils ont choisi le service public car ils préféraient ses valeurs à celles de l'entreprise, qui font figure de repoussoir. Personne ne nie que les fonctionnaires soient effectivement confrontés aujourd'hui à un conflit de valeurs entre la performance gestionnaire qui leur est demandée et leur attachement à l'égalité. Les agents peuvent ressentir un décalage, voire un déchirement entre les consignes découlant de la nouvelle gestion publique et la conception qu'ils se font de leur mission. Si la référence exclusive au modèle de l'entreprise ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la gestion administrative, des sources d'inspiration peuvent néanmoins y être trouvées. Le mariage nécessaire, dans l'administration, d'une valeur égalitaire pleine d'humanité et de l'économie des ressources implique, comme tout mariage, des concessions, parfois difficiles, mais qui doivent être réciproques. D'un côté, les économies nécessaires à notre temps et à l'état de nos finances publiques sont compatibles avec nos valeurs. De l'autre côté, oublier nos valeurs pour se focaliser exclusivement sur la gestion serait contre-productif et affecterait paradoxalement notre efficacité. Les valeurs, et en particulier le service à autrui en vue de l'égalité, constituent en effet une motivation puissante de celles et ceux qui sont entrés dans la fonction publique. Elles représentent le principal moteur de l'action de l'agent public. Ni sa rémunération, ni son évaluation, ni ses avantages matériels faiblement tributaires de la façon dont il remplit ses missions ne seraient en mesure de le faire avancer davantage. Ces incitations traditionnelles sont remplacées par la fidélité aux valeurs et aux missions du service public, la gratitude des usagers et la fierté du travail bien fait pour lui donner envie de faire de son mieux et de se vouer à sa mission. Beaucoup de critiques de la fonction publique partent du postulat que l'administration est par nature inefficace, puisque justement la rémunération du fonctionnaire est peu corrélée à sa manière de servir. Des observateurs ou polémistes ont bâti leur carrière médiatique sur cette prétendue évidence. Ils présentent alors la différenciation salariale la plus large possible comme la solution à toutes les inefficacités. Cette idée repose sur une vision cynique de la nature humaine. Elle oublie que les valeurs sont une source de motivation et d'énergie plus puissante que l'argent. Des études sociologiques montrent ainsi que les personnes engagées dans une action altruiste, telle que donner son sang ou aider une personne en difficulté, réduisent leur engagement lorsque cette action est récompensée par une gratification matérielle. Je pleurais parce qu'il me manquait 1 euro dans mon porte-monnaie alors que j'étais milliardaire. Devenir fonctionnaire, c'est en effet recevoir un chèque qui vaut symboliquement une telle somme astronomique. Travailler dans l'administration représente la promesse de ce joyau, si difficile à trouver pour la plupart des êtres humains. Donner un sens à sa vie professionnelle. Nous sommes bien des privilégiés par rapport au reste de la population, et il est juste que nous soyons enviés.
Notre privilège n'est pas d'être protégé par un statut, comme on nous l'assène souvent. En nous confiant la tâche d'assurer l'égalité, l'État nous accorde un autre privilège, l'assurance tout risque contre une vie professionnelle inutile et dénuée de sens. Qui peut en dire autant ? Le salarié d'entreprise aussi, heureusement, peut trouver ce sens, à la longue, en prenant de la hauteur et en songeant qu'il offre une prestation dont les gens ont besoin. Il trouvera sa joie professionnelle en exerçant son métier avec conscience. Il développera dans sa société des actions caritatives ou respectueuses de l'environnement. Il peut aussi mesurer lors des crises le service indispensable qu'il rend à la communauté, comme ceux qui sont restés en poste lors du confinement du coronavirus. La perception qu'il a de son utilité sociale n'est pourtant pas toujours une évidence qui frappe son esprit immédiatement. Un effort est nécessaire. À l'heure d'un monde économique hyper technicisé, où des fonctions deviennent illisibles, où l'anthropologue David Graeber dénonce les bullshit jobs, dont même les titulaires ne comprennent pas l'utilité, et où le marketing s'échine à vendre des produits avec des fonctionnalités nouvelles dont personne n'a besoin, le luxe professionnel suprême est d'exercer un métier qui a du sens. Servir l'État donne un accès sans filtre à ce sens. La quête de sens, dans l'exercice de sa profession, est aujourd'hui immense. Pendant 12 ans, j'ai été membre d'une commission qui attribue aux entreprises un label de l'État parce qu'elles préservent en France un savoir-faire rare dans les métiers d'art ou dans les technologies de pointe. J'avais alors été frappé par le nombre d'ingénieurs ou de directeurs des ventes qui quittaient leur poste envié dans les grandes sociétés du CAC 40 pour reprendre ces entreprises du patrimoine vivant, amoureuses du bel ouvrage. Ils renonçaient à des emplois très bien payés pour se consacrer à des métiers qui ont du sens. Lorsque je contrôlais pour la Cour des comptes les grandes associations caritatives, leurs dirigeants me firent la même remarque au vu des nombreux cadres ayant un parcours professionnel d'exception qui candidataient aux fonctions subalternes qu'ils offraient. Des dirigeants, en particulier des femmes, quittent des emplois mieux rémunérés du secteur privé pour entrer dans l'administration, singulièrement l'enseignement. Les enquêtes menées auprès des étudiants confirment que cette aspiration est également très présente chez les jeunes. Entre deux postes proposés, il serait 70% à choisir avant tout autre critère, celui qui a du sens. C'est pour cette raison que je n'échangerai plus aujourd'hui mon métier au service de l'intérêt général contre un autre. Rien n'apporte autant de jubilation et de dignité que de personnifier cet effacement de soi au profit d'une cause qui nous dépasse. Transcender les intérêts privés au profit du bien commun confère une joie tranquille et durable. Ce plaidoyer ne repose pas que sur ma subjectivité. Des études convergentes montrent que le bonheur ressenti est étroitement corrélé à une orientation de vie tournée vers des comportements prosociaux, la sollicitude à l'égard d'autrui et l'aide aux autres. Pour ressentir ce bonheur d'être fonctionnaire, il faut adhérer aux valeurs du service public. Cette adhésion n'est pas un don inné transmis une fois pour toutes aux fonctionnaires et orientant définitivement notre vocation. Il s'agit plutôt d'un processus d'acquisition continue, un cheminement d'acculturation progressive. L'essentiel n'est pas d'incarner parfaitement ces valeurs, mais de vouloir sincèrement les acquérir. Cette bonne volonté n'exclut pas la multiplication des écarts, fortuits ou intentionnels. En matière d'adhésion poussive aux valeurs du service public, j'ai besoin de balayer devant ma porte. J'ai passé une partie de ma carrière à ne regarder que ce qui n'allait pas dans l'administration. Je ne perdais jamais une occasion de râler avec les collègues ou à la maison. Nos dirigeants politiques ne s'intéressent qu'à multiplier les lois déclaratives sans portée concrète, au lieu de manager leur administration comme de vrais patrons. La société ne reconnaît pas nos mérites.
les budgets sont rabotés année après année comme un supplice chinois au lieu de mettre en place des réformes structurelles avec des priorités claires. Lorsqu'il y a des réformes, de toute façon, elles sont orientées de manière à diminuer l'influence de mon service. Les critères de nomination sont opaques et ne tiennent pas compte des compétences, etc. Bref, rien ne fonctionnait. Tout était bien sûr de la faute des autres. J'étais le seul qui faisait ce qu'il fallait pour améliorer la situation. La sanction de ce délire négativiste ne se fit pas attendre. À l'heure de choisir leur métier, chacune de mes 3 filles écarta sans hésitation une carrière dans l'administration. Nous avons bien entendu ton message, papa. Fuyons cet univers en déshérence qui rend malheureux ses employés. Je compris alors que ce j'exprimais ne correspondait pas à ma pensée véritable. J'aimais ce métier, ses valeurs et ses défis. J'étais heureux de participer à cette belle aventure humaine au service de mon pays. Il était temps d'unifier mes paroles et mes sentiments et d'arrêter de donner autour de moi un mauvais exemple et de contaminer les autres par des ondes négatives. Transmettre son enthousiasme du service public ne devient possible qu'après avoir assimilé ses valeurs. Celle-ci s'acquiert par imitation des collègues jugés exemplaires et non parce que des chartes déontologiques sont répétées et affichées. La supériorité du mimétisme sur le discours n'est plus à démontrer. Fais ce que je dis et pas ce que je fais n'a jamais très bien fonctionné, même si ce livre s'inscrit un peu dans cette illusion. Inspiré par la chanson de gestes chevaleresques, le fonctionnaire est appelé à respecter le serment d'exemplarité prêté par ses lointains ancêtres. Comme le disait le chevalier de Jaucourt, il convient de mettre le bon comportement sous les yeux que les hommes croient beaucoup plus que leurs oreilles. Chaque fonctionnaire peut ainsi devenir une source d'inspiration pour ses pairs et, pour parodier la formule de Gandhi, être le changement qu'il veut voir dans l'administration. Ce livre aura servi à quelque chose s'il donne envie, même à une seule personne, de préférer allumer cette minuscule bougie plutôt que de maudire l'obscurité.